À la fin du 18e siècle, une série de révolutions et de conflits armés vont ébranler ou renverser les sociétés d'Ancien Régime. Au Bas-Canada, ces événements européens, surtout, vont avoir un impact jusque sur l'éducation classique des garçons. Dès la fin du 18e siècle, l'instruction de la jeunesse va apparaître à bien des égards comme un moyen efficace d'enrayer la diffusion des idées républicaines. Au-delà de la politique des autorités coloniales, la loyauté du garçon et la condamnation des événements révolutionnaires vont émerger comme des enjeux éducatifs incontournables, et ce, dans toutes les écoles. Que ce soit aux écoles royales ou privées anglo-protestantes, donc de langue anglaise, ou encore aux petits séminaires franco-catholiques, les maîtres vont chercher, de leur côté aussi, par intérêt ou conviction, à degrés divers, il faut dire, à favoriser la fidélité envers la couronne. La lecture des rapports scolaires, mais aussi de la correspondance des maîtres et de leurs interventions sur la place publique, comme parfois dans les journaux, montre des éducateurs conscients de former les sujets de demain. Et l'étude croisée de ces sources permet donc de discerner la dimension politique de l'instruction transmise aux garçons dans les écoles classiques à l'époque. En bout de ligne, face aux révolutions, une instruction classique basée sur deux traditions différentes va émerger dans la vallée laurentienne, mais qui avait toutefois le souci commun de former le sujet loyal, et ce, au moyen d'un idéal masculin particulier. Donc, pour saisir la nature de l'éducation transmise à la jeunesse bas-canadienne, il faut examiner d'abord la pensée des maîtres. Premièrement, les maîtres de langue anglaise, il faut le dire, ont laissé très peu de traces directes relatives au contenu de leurs cours, ce qui se disait en classe directement. Par contre, à travers l'étude de l'éducation qu'ils reçurent au préalable en Grande-Bretagne, comparée à celle des diverses traces écrites, les rares dont nous possédons, qui vont laisser une fois installés au Bas-Canada plus tard. Donc, en comparant ces deux sources-là, il est possible de dégager les contours de leur discours. Il apparaît donc que la pensée des maîtres des écoles de langue anglaise faisait écho aux idées des théoriciens du constitutionnalisme anglais, puis aussi aux postulats politiques émis par les penseurs de la philosophie morale écossaise. La philosophie morale écossaise, d'ailleurs, était une matière incontournable dans le cursus universitaire écossais à l'époque, où ont été éduqués plusieurs des hommes qui allaient par la suite émigrer au Bas-Canada et devenir maîtres classiques. Donc, le cours de philosophie morale comportait une dimension politique ambitieuse. En 1798, l'objet en était présenté au moyen d'une citation d'Helvétius par Robert Eden Scott à ses élèves d'Aberdeen. Donc, selon cette citation que je vous ai mis ici sur la diapositive, l'objectif de la philosophie morale se réalisait en deux étapes. Premièrement, elle cherchait à comprendre les mécanismes internes de l'esprit humain et les lois naturelles qui guidaient le comportement des hommes. Ensuite, à partir de ces lois, il s'agissait de déterminer quel système politique, social et économique était le plus enclin à opérer selon l'ordre naturel, selon la nature humaine, et donc favoriser le bonheur de l'humanité. Le système politique le plus critiqué en philosophie morale, c'était la démocratie républicaine. Le grand danger avec un gouvernement démocratique, croyait-on, c'était surtout l'emprise des démagogues, des orateurs, donc sur la crédulité du peuple, ce qui rendait les démocraties instables et propices aux conflits, aux violences. Le seul type de gouvernement qui était jugé apte à assurer le bonheur des hommes était un système qui assurait l'équilibre des pouvoirs, donc des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Ça tombe bien, conformément donc au discours constitutionnaliste tel qu'il s'était développé en Grande-Bretagne depuis
la parution des Commentaries on the Laws of England par William Blackstone. Et là, on est entre 1765 et 1769. Donc, ça tombe bien puisque c'était la Grande-Bretagne qui donnait le meilleur exemple de gouvernement mixte. Ben voilà. Surtout depuis la réforme du pouvoir royal après la glorieuse révolution de 1688. Et donc, en Angleterre et en Écosse, plusieurs philosophes qui enseignaient à l'université vont contribuer à faire de la supériorité, de l'excellence de la Constitution britannique un lieu commun auprès de leurs étudiants au cours de la période. Dans un monde en pleine tourmente, le régime britannique apparaissait le seul capable d'assurer la sécurité, la prospérité et la liberté à ses sujets, en leur assurant par exemple la liberté de presse, l'habeas corpus et le droit à un procès avec jury. Ce discours, donc, était en dialogue direct avec les idées des Lumières. Par contre, cette rhétorique britannique était résolument plus conservatrice que celle des philosophes continentaux comme Rousseau, par exemple. L'accent en philosophie donc, morale, ou même dans le courant constitutionnaliste, n'était pas placé sur l'égalité ou la transformation de la société, mais plutôt sur le respect de l'ordre établi. Dans les cours de philosophie morale, on disait que tous les hommes naissaient libres et égaux. Mais par contre, disait-on, tous ne naissaient pas avec les mêmes capacités intellectuelles ou physiques, ce qui justifiait la distinction entre gouvernants et gouvernés. De plus, le respect de la hiérarchie sociale basée sur la naissance était légitime puisque, ça tombe bien, on pouvait l'observer à travers le monde parmi tous les peuples. Elle était universelle et donc naturelle. C'est donc avec ce bagage intellectuel en tête que les futurs maîtres des écoles classiques de langue anglaise vont traverser l'Atlantique et venir s'installer, enseigner au Bas-Canada. Daniel Wilkie, éduqué à Glasgow et maître donc de l'école classique anglaise la plus en vue à Québec au début du 19e siècle, en est un bon exemple. En 1810, il va publier une défense de l'éducation publique intitulée A Letter Most Respectfully, dans laquelle il va jouer sur le spectre de l'anarchie révolutionnaire au Canada. Le danger, disait-il aux seigneurs et au clergé canadien à qui il adressait en fait sa brochure, c'était qu'une population non éduquée se montrerait donc crédule et encline à croire les promesses des démagogues, ouvrant la porte aux pires excès révolutionnaires, comme c'était arrivé aux États-Unis, en France et en Irlande. Il était donc crucial pour lui d'éduquer les Canadiens, les enfants de l'élite, au mérite de la Constitution qui avait été accordée au Bas-Canada en 1791, et donc de préparer les Canadiens à en assumer les devoirs. Au petit séminaire franco-catholique, par contre, le sentiment de fidélité à la couronne s'enracinait dans des idées complètement différentes. Les maîtres épuisaient, les maîtres sulpiciens à Montréal puis à Québec des frères des missions étrangères, puisaient leurs idées beaucoup plus dans la morale catholique. Au-delà du support au gouvernement, donc les maîtres défendaient le principe monarchique en lui-même, plutôt que de défendre les intérêts particuliers de la couronne britannique. Donc, on défendait la monarchie comme régime politique avant tout. De plus, les maîtres s'appuyaient sur l'autorité des théoriciens de la monarchie absolue, comme Bossuet, qui avait insisté depuis le XVIIe siècle en France sur l'origine divine du pouvoir royal. Les maîtres, ensuite, vont aussi s'inspirer directement des ouvrages contre-révolutionnaires qui vont émerger dans les milieux catholiques après 1790. Les publications de royalistes acharnés, comme l'abbé Augustin Baruel, apparaissent d'ailleurs dans les commandes de livres envoyés en Europe à l'époque par les sulpiciens qui avaient trouvé refuge à Montréal après avoir fui la France révolutionnaire et qui allaient enseigner d'ailleurs à Montréal pendant longtemps. L'apologie de la monarchie fut une constante au cours de la période et par contre, par exemple, même en 1826, lorsque les sulpiciens
font la promotion de leur plan d'études en publiant un prospectus à l'intention du public. Il précisait que lorsque venait le temps d'aborder en classe la politique, on, et je cite, expose enfin les devoirs de l'homme envers Dieu, envers lui-même, envers ses semblables et envers la société, ceux du sujet envers le souverain et du citoyen envers la patrie. Au petit séminaire, c'est donc tout le cursus classique qui participait à l'inculcation de valeurs monarchistes. Les exercices de thèmes, de versification, de composition, mais aussi les discours, les plaidoyers publics des élèves plus âgés, abondaient tous en référence à la bienveillance et aux largesses du monarque à l'égard des Canadiens. Les commentaires sur l'actualité avaient aussi leur place et les maîtres condamnaient dans les contenus éducatifs les événements révolutionnaires survenus en France puis ailleurs en Europe. On se réjouissait aussi des victoires britanniques, donc sur la France républicaine puis napoléonienne. Par exemple, dans un plaidoyer de 1802 puis rejoué en 1805, qui s'intitulait « L'amour des rois », on faisait l'éloge de Georges III et notamment de ses victoires, donc, par exemple à Trafalgar, à l'embouchure du Nil, sur la Baltique, etc. La pensée contre-révolutionnaire qui va se déployer dans les salles de classe insistait à la fois, au petit séminaire, sur le devoir d'obéissance sacrée que devait tout bon catholique à l'autorité royale et sur le rejet de la pensée des philosophes des Lumières. Dans un plaidoyer intitulé, et très clairement, « Réfutation du prétendu droit de l'homme à l'égalité et que tous les hommes naissent égaux », c'est assez clair. Donc, ce plaidoyer présente une synthèse des idées monarchistes qui imprégnaient le petit séminaire. Le discours, d'ailleurs, va être donné par les élèves de rhétorique lors des examens de fin d'année de 1813 devant public, à un moment fort de la guerre contre les États-Unis. Les idées de Bossuet, par exemple, sont invoquées pour affirmer que l'harmonie de la société est un reflet de l'harmonie céleste. Selon l'argumentaire du plaidoyer, l'autorité du roi s'ancrait dans son rôle de patriarche, à l'image du pater familias qui avait autorité absolue sur sa famille. Le roi avait autorité paternelle absolue sur ses sujets. De plus, son autorité était suprême, à l'image de Noé, père et empereur du genre humain, ou des rois d'Israël choisis par Dieu. La légitimité du pouvoir du roi ne pouvait donc pas dépendre de la volonté du peuple, elle était l'expression de la volonté divine. Par conséquent, les idées des philosophes vont être condamnées avec vigueur dans les décennies suivant la Révolution française. Bien sûr, les idées des philosophes des Lumières étaient déjà dénoncées dans les cahiers d'élèves, et ce, dès l'ouverture des classes en 1765 à Québec et 1773 à Montréal. Par contre, le phénomène va s'accroître après 1790. À Montréal, surtout, l'arrivée d'ecclésiastiques français qui fuyaient la Révolution française va contribuer à renforcer ces discours. Par exemple, pour le père sulpicien Jacques-Antoine Oudet, qui est arrivé à Montréal en 1796, Jacques Oudet va mettre en garde à répétition ses élèves contre les idées des philosophes dans ses cours. Les idées des philosophes qui n'étaient que, je cite, le reflet de l'orgueil de l'homme qui abandonne le flambeau de la révélation, donc la parole de Dieu, pour ne s'appuyer que sur la raison. Ces condamnations s'étendaient aussi aux figures politiques de la Révolution. Mirabeau, par exemple, va faire l'objet d'un exercice de thème en 1815, intitulé « Le portrait de Mirabeau », et là c'est magnifique, « L'Éternel, fatigué des crimes de ce monde, et voulant le punir par un cruel fléau, dit à Lucifer, « Engendre Mirabeau ». Le diable fit alors à son image. Et donc, le républicanisme, comme système politique pensé par les philosophes, apparaît dans les contenus éducatifs comme source de violence et d'excès. Les idées d'état de nature
l'état de nature et de contrat social de Rousseau furent attaqués, alors que le principe d'égalité, lui, fut qualifié de délire et de chimère, mais aussi source des pires violences. Et à terme, ce sont donc les idées chères aux philosophes, des idées comme l'égalité et la liberté, qui ont entraîné, selon les dires des contenus éducatifs à Montréal, qui ont entraîné la Révolution de 1789. Ce sont ces idées qui furent le foyer d'où est parti, et je cite, l'incendie qui en vint à embraser les 4 parties du monde, et en raison desquelles le peuple a puisé les notions immorales et séditieuses qui l'ont porté aux plus coupables excès, au sein d'une paix profonde, sous un prince humain vertueux et chéri, on parle ici de Louis XVI. On a vu une nation entière, en 1789, soulevée tout à coup par la force de l'opinion et la plus ancienne des monarchies a succombé en un instant. Du côté des écoles anglaises, le discours loyaliste qui s'est déployé dans les salles de classe s'ancrait plutôt dans une idéologie constitutionnaliste. Et donc, loin d'y défendre la monarchie de droit divin, on y défendait donc plutôt l'excellence de la Constitution britannique et de la monarchie parlementaire. La rhétorique des manuels utilisés par les maîtres s'inscrivait dans la tradition intellectuelle de Blackstone, de ses Commentaries on the Laws of England, et cherchait plutôt à susciter chez les garçons la fierté d'être gouvernés par un régime qui garantissait leurs droits et leurs libertés. Les remarques politiques contenues dans la grammaire anglaise de Lindley Murray, qui était d'ailleurs un des manuels les plus populaires à l'époque, les plus à l'usage dans toutes les écoles, qu'elles soient privées ou les écoles royales, en était donc représentative. Vous avez ici une citation. The British Constitution stands like an ancient oak in the wood among the nations of the earth, which commands respect and veneration. L'histoire moderne, surtout celle d'Angleterre, va être aussi mise à contribution. Dans les institutions de langue anglaise, la chose était particulièrement importante puisque dans l'optique où loyauté et patriotisme allaient ensemble, allaient de pair. La connaissance du passé était censée inculquer la fierté d'appartenir à l'Empire et donc de vivre sous les auspices d'un gouvernement tempéré. Le manuel utilisé en histoire était celui d'Oliver Goldsmith, qui narrait l'histoire anglaise depuis l'invasion de Jules César jusqu'à l'époque moderne, donc George II puis George III un peu par la suite. Whig et constitutionnaliste, le récit élaboré par Goldsmith faisait l'apologie du gouvernement et de la Constitution. L'histoire permettait aussi de familiariser les garçons avec les mécanismes du régime politique britannique pour les préparer à en assumer les responsabilités. Plusieurs rééditions de Goldsmith qui sont aussi utilisées à l'époque dans les écoles au Bas-Canada, notamment celle de William Pinnock. Donc, vous avez le titre ici, si je me pousse un petit peu. Voilà. Donc, incluait une description détaillée du fonctionnement des lois et du gouvernement britannique. Au Petit Séminaire de Québec et de Montréal, la portion du cours d'histoire moderne dédiée à l'Angleterre présentait de fortes ressemblances avec ce qui se passait dans les écoles anglaises. L'ouvrage de Goldsmith apparaissait aussi d'ailleurs sur les listes de livres commandés en Europe par les maîtres. En revanche, dans leurs cours, les maîtres n'avaient pas tant pour but de développer un sentiment patriotique chez les garçons. D'ailleurs, le terme patrie désignait au Petit Séminaire le Canada et pas la Grande-Bretagne. Par contre, l'histoire devait quand même faire apprécier les mérites du régime et expliquer le fonctionnement du parlementarisme. Dans le manuel d'histoire moderne, rédigé en 1818 par le père Roch à Montréal, on pouvait lire que le gouvernement d'Angleterre est tout à la fois monarchique, aristocratique et démocratique. Par la suite, s'ensuivait une description détaillée des pouvoirs du roi et de l'histoire du parlementarisme anglais. La vertu des souverains anglais était, d'ailleurs, selon Roch et ses successeurs, un modèle à suivre à une époque tourmentée.
Et donc, former par contre le sujet loyal passait par la promotion d'un code masculin particulier. Dans les écoles de langue anglaise, l'étude de la vie des grands hommes de l'Antiquité offrait aux jeunes garçons des exemples éloquents de dévouement civique et militaire qu'ils étaient encouragés à émuler. Donc, on cherchait à émuler des figures comme par exemple Périclès, Léonidas ou Énée. L'image de l'homme loyal s'opposait à celle du démagogue qui manipulait les foules à des fins égoïstes. Son ombre fut évoqué au Canada par Daniel Wilkie encore une fois. Dans ses écrits, le démagogue et sa victime, c'est-à-dire l'homme ignorant, apparaissaient tous deux esclaves de leurs désirs et de leurs passions. Les premiers, les démagogues, ne cherchaient qu'à assouvir avant tout leur désir de grandeur, fussent-ils nuisibles au bien commun. Les seconds, les hommes donc ignorants, se laissaient abuser et étaient incapables, en raison de leur manque d'éducation, de modérer leur passion et de faire preuve de discernement. Les deux catégories d'hommes apparaissaient donc comme les antithèses du gentilhomme vertueux et viril qui contenait ses passions, contrôlait ses pulsions et qui était apte à assumer ses responsabilités civiques de façon rationnelle et apprécier à sa juste valeur les bienfaits de la Constitution. Des hommes éminents qui avaient donc le devoir d'employer leur talent pour rectifier les égarements des foules. Les petits séminaires n'étaient pas en reste. La dénonciation du démagogue atteignit d'ailleurs un point d'orgue à Montréal aux examens publics de 1827, alors que l'opposition entre l'Assemblée législative et Lord Dalhousie, le gouverneur, s'envenimait. Un des discours qui fut donné à l'époque, un des plaidoyers par des élèves, était d'ailleurs une dénonciation des libéraux pas canadiens. Et dans le plaidoyer, donc, les élus étaient assimilés, par exemple, à des Catilina qui lui avait voulu enflammer les foules romaines. Et donc, il voulait enflammer les foules bas canadiennes. Le chef patriote, Louis-Joseph Papineau, s'y trouve d'ailleurs accusé d'inciter le peuple à fouler, en 1827, aux pieds les lois, l'autorité des magistrats et celle même du glorieux et auguste monarque, sous le gouvernement duquel nous coulons des jours heureux et tranquilles. Le démagogue servait en fait d'antithèse politique de l'homme vertueux. Au petit séminaire, cet idéal masculin était autant modelé sur les exemples antiques qu'inspiré des préceptes des moralistes catholiques du XVIIe siècle, comme de La Bruyère ou Fénélon. La Bruyère, par exemple, avait établi dans ses écrits une distinction claire entre le peuple, changeant et soumis à l'influence des orateurs, et les hommes de l'élite chargés de guider ce peuple sur le chemin de la vertu. Dans les exercices des garçons, les exemples d'orateurs comme Démosthène et Cicéron étaient mis en valeur. Le bon orateur, en contexte parlementaire, était celui qui avait toujours montré un respect et un attachement inviolable aux lois, et je cite, à sa patrie et à son roi. En bout de ligne, le politicien nourri de culture classique était un berger du peuple. Il était le gardien du vrai, le sauveur de la patrie et un défenseur du bien public, puisque l'étude de l'éloquence fait, je cite, triompher la vérité de l'erreur. Et c'est le devoir de l'orateur de maintenir ces droits sacrés sur lesquels repose le bonheur de la société. Et donc, c'était brièvement un rapide tour d'horizon de comment, qu'à travers la condamnation des événements révolutionnaires et des idées républicaines, favoriser le sentiment d'attachement envers la couronne chez les garçons fut en fait, oui, un enjeu éducatif incontournable des écoles classiques au tournant du 19e siècle au Bas-Canada. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une excellente fin de journée, peu importe le moment où vous écoutez cette présentation. Merci beaucoup encore une fois et au revoir.